Dans les hauteurs vertigineuses de la tour de verre qui dominait la métropole, comme un titan d'acier et de lumière, se trouvait le cabinet juridique Moncler & Associés, une institution dont le nom seul suffisait à faire trembler les conseils d'administration et à rassurer les fortunes les plus considérables. C'était un matin de novembre, ce genre de matin où le brouillard s'accroche aux vitres comme un reproche silencieux, où la ville en contrebas semble n'être qu'une esquisse grisâtre noyée dans l'incertitude, que commença cette histoire qui devait, par la suite, bouleverser non seulement les certitudes de ceux qui se croyaient maîtres du monde, mais aussi l'ordre établi de cette société où chacun connaissait sa place et n'en déviait point. Le problème qui tourmentait les esprits les plus brillants du cabinet depuis maintenant 3 semaines était d'une nature particulièrement épineuse, une de ces énigmes qui semblent défier la logique même et qui, par leur simplicité apparente, deviennent d'autant plus insolubles. Il s'agissait d'un système de sécurité numérique, un coffre-fort électronique d'une sophistication rare, installé dans les bureaux du PDG lui-même, M. Édouard Valmont, un homme dont la fortune se comptait en milliards et dont l'influence s'étendait bien au-delà des frontières de cette ville qu'il avait vu naître. Ce coffre contenait, disait-on, des documents d'une importance capitale, des contrats qui pouvaient faire ou défaire des empires commerciaux, des secrets qui valaient plus que leur pesant d'or. Mais voilà, le système s'était bloqué, verrouillé par une séquence de sécurité que personne ne parvenait à déjouer, et le code d'accès, pourtant soigneusement noté et conservé, refusait obstinément de fonctionner. 7 avocats, tous plus diplômés les uns que les autres, tous auréolés de leur succès passé et de leurs références impeccables, s'étaient penchés sur le problème avec cette assurance qui caractérise ceux qui n'ont jamais connu l'échec. Maître Dubois, le premier à avoir été consulté, était un homme dans la force de l'âge, la cinquantaine triomphante, les cheveux grisonnants soigneusement coiffés en arrière, les lunettes cerclées d'or posées sur un nez aristocratique. Il avait passé 2 jours entiers devant l'écran récalcitrant, essayant toutes les combinaisons possibles, consultant des manuels techniques aussi épais que des annuaires téléphoniques, téléphonant à des experts qui lui assuraient que le problème était simple, qu'il suffisait de faire ceci ou cela. Mais rien n'y fit. L'écran restait noir, impénétrable, avec ce message ironique qui clignotait sans cesse. Accès refusé. Veuillez réessayer. Après Maître Dubois vint Maître Lefebvre, une femme brillante diplômée des meilleures universités, spécialiste en droit des nouvelles technologies, qui se vantait volontiers d'avoir déjoué les systèmes de sécurité les plus complexes lors de ses précédentes affaires. Elle arriva avec une équipe de techniciens, des jeunes gens aux cheveux colorés et aux piercings multiples, qui parlaient un langage incompréhensible fait de termes anglais et d'acronymes mystérieux. Pendant 3 jours, ils tentèrent toutes les approches imaginables, connectant des ordinateurs portables au système, lançant des programmes qui faisaient défiler des lignes de code à une vitesse vertigineuse sur leurs écrans. Maître Lefebvre était confiante, presque arrogante dans sa certitude. Elle expliquait à qui voulait l'entendre que le problème n'était qu'une question de temps, qu'il suffisait de trouver la bonne approche, la bonne faille dans le système. Mais au bout du 3e jour, elle dut admettre sa défaite, les épaules voûtées, le regard fuyant, et ses techniciens repartirent avec leurs ordinateurs et leurs déceptions. Les 5 autres avocats qui se succédèrent apportèrent chacun leur propre méthode, leur propre expertise. Il y eut Maître Rousseau, spécialiste des systèmes de cryptage, qui passa des heures à analyser la structure du code. Il y eut Maître Fontaine, expert en cybersécurité, qui tenta d'approcher le problème sous l'angle des vulnérabilités connues. Maître Girard, jeune prodige sorti majeur de sa promotion, essaya des techniques qu'il avait apprises lors de ses stages dans la Silicon Valley. Maître Beaumont, le plus âgé de tous, avec ses 40 ans d'expérience, tenta l'approche méthodique et patiente de l'ancienne école. Et enfin Maître Durand, qui se présentait comme un touche-à-tout capable de résoudre n'importe quel problème, qui essaya un peu de tout sans vraiment de méthode claire. Chacun échoua à son tour, chacun dut s'incliner devant l'obstination de ce système qui semblait se moquer de leur science et de leur diplôme. Pendant ces 3 semaines d'efforts infructueux, la vie du cabinet continuait tant bien que mal. Les couloirs résonnèrent de conversations à voix basse, de spéculations sur la nature exacte du problème et sur les conséquences potentielles de cet échec. Car il ne s'agissait pas seulement d'un problème technique, c'était aussi une question de réputation. Comment le prestigieux cabinet Moncler & Associés pouvait-il admettre qu'il était incapable de résoudre un simple problème de sécurité informatique? Les clients commençaient à poser des questions, les associés s'inquiétaient, et M. Valmont lui-même, habituellement si serein et maître de lui,
commençait à montrer des signes d'impatience. C'était dans ce contexte tendu et anxieux que travaillait, dans l'ombre et le silence, une femme dont personne ne connaissait vraiment le nom complet. On l'appelait simplement Madame Rosa, ou parfois juste Rosa quand on s'adressait directement à elle, ce qui arrivait rarement. Elle était la femme de ménage du cabinet, une de ces personnes invisibles qui traversent les bureaux aux petites heures du matin ou en fin de soirée, quand les lumières sont éteintes et que les avocats sont rentrés chez eux après leur longue journée de travail. Elle devait avoir la cinquantaine, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, car son visage portait ces marques ambiguës que laisse une vie de labeur, ces rides qui peuvent aussi bien être celles de l'âge que celles du souci constant. Elle était de taille moyenne, ni grande ni petite, avec cette capacité qu'ont certaines personnes de se fondre dans le décor, de passer inaperçues même quand elles sont dans la même pièce que vous. Rosa arrivait chaque soir à 19h précise, avec la ponctualité d'une horloge suisse. Elle poussait son chariot de nettoyage dans les couloirs déserts, vidait les corbeilles à papier remplies de documents froissés et de gobelets de café vides, passait l'aspirateur sur les moquettes épaisses, faisait briller les surfaces vitrées des bureaux directoriaux. Elle travaillait méthodiquement, pièce après pièce, étage après étage, dans un silence presque religieux. Parfois, quand elle croisait un avocat qui travaillait tard, celui-ci levait à peine les yeux de ses dossiers, murmurait un vague bonsoir sans vraiment la regarder, et elle répondait d'un hochement de tête discret avant de continuer son travail. Elle était, pour la plupart d'entre eux, un élément du décor aussi familier et aussi invisible que les tableaux accrochés au mur ou les plantes vertes disposées dans les coins. Ce que personne ne savait, ce que personne n'aurait pu deviner en la voyant passer avec son chariot et son uniforme gris, c'est que Rosa avait eu une autre vie, longtemps auparavant, dans un autre pays, sous un autre nom. Elle était née dans un village des Balkans dont le nom avait changé 3 fois au cours du siècle dernier, au gré des guerres et des redécoupages politiques. Son père était professeur de mathématiques, un homme doux et érudit qui passait ses soirées à résoudre des équations complexes et à enseigner à sa fille les beautés de la logique et du raisonnement abstrait. Sa mère tenait une petite bibliothèque où Rosa avait passé son enfance entourée de livres, développant cette curiosité intellectuelle et cette soif d'apprendre qui ne l'avait jamais quittée. Elle avait été une élève brillante, passionnée par les sciences et les mathématiques, et elle avait commencé des études d'ingénierie à l'université de la capitale, rêvant de concevoir des systèmes informatiques et des réseaux de communication. Mais la guerre était venue, comme elle vient toujours dans ces régions maudites où l'histoire semble condamnée à se répéter. Rosa avait 19 ans quand les premiers obus étaient retombés sur sa ville. En quelques mois, tout ce qui faisait sa vie s'était effondré. L'université avait fermé ses portes, transformée en hôpital militaire. Son père avait été tué lors d'un bombardement alors qu'il tentait de sauver des livres de la bibliothèque municipale. Sa mère était morte quelques semaines plus tard, de chagrin disaient certains, d'une maladie qu'on avait pu soigner faute de médicaments selon d'autres. Rosa s'était retrouvée seule, avec pour seul bagage un sac à dos contenant quelques vêtements, quelques photos jaunies et les cahiers de notes de ses cours d'informatique qu'elle avait tenu à emporter malgré leur poids. Elle avait fui, comme des milliers d'autres, traversant des frontières dans la nuit, cachée dans des camions, marchant des jours entiers sur des routes défoncées. Elle avait abouti en France après un périple dont elle ne parlait jamais, un voyage cauchemardesque dont les détails restaient enfouis dans les recoins les plus sombres de sa mémoire. En France, elle n'avait rien, pas de diplôme reconnu, pas de contact, pas de famille. Elle parlait à peine la langue au début, formant ses phrases avec difficulté, cherchant ses mots. Elle avait trouvé du travail là où on voulait bien l'embaucher, d'abord dans une usine de conditionnement, puis comme aide-soignante dans une maison de retraite, et finalement comme femme de ménage. C'était un travail honnête qui lui permettait de payer son loyer dans un petit studio du 19e arrondissement, de manger à sa faim, de survivre. Elle n'en demandait pas plus. Les ambitions de sa jeunesse, les rêves d'ingénierie et de carrière brillante, tout cela appartenait à une autre vie, à une autre Rosa qui n'existait plus. Pourtant, malgré les années et les épreuves, malgré la fatigue et la routine, Rosa n'avait jamais perdu cette curiosité intellectuelle qui avait été sa marque de fabrique dans sa jeunesse. Quand elle nettoyait les bureaux des avocats, elle ne pouvait s'empêcher de jeter un œil sur les documents qui traînaient sur les tables. Non pas par indiscrétion, mais par pur intérêt intellectuel. Elle lisait les contrats, essayait de comprendre les termes juridiques, apprenait petit à petit le vocabulaire complexe du droit des affaires.
Quand elle passait devant un écran d'ordinateur resté allumé, elle observait les interfaces, reconnaissait certains logiciels, notait mentalement les améliorations qu'elle aurait pu suggérer si on lui avait demandé son avis, ce qui n'arrivait évidemment jamais. Elle avait entendu parler du problème du coffre-fort électronique dès le premier jour. C'était difficile de ne pas en entendre parler, tant le sujet agitait le cabinet. Les avocats en discutaient dans les couloirs, les secrétaires échangèrent des commentaires à la machine à café, et même les stagiaires les plus juniors avaient leur opinion sur la question. Rosa écoutait ces conversations sans y participer, continuant son travail comme si elle n'entendait rien, mais enregistrant chaque détail, chaque information. Elle avait appris depuis longtemps que les gens parlent librement devant ceux qu'ils considèrent comme invisibles, que les femmes de ménage entendent plus de secrets que les confesseurs. Un soir, alors qu'elle nettoyait le bureau directorial où se trouvait le fameux coffre-fort récalcitrant, elle s'était arrêtée un instant pour l'observer. C'était un appareil impressionnant, monté dans le mur, avec son écran tactile et son clavier numérique, ses indicateurs lumineux qui clignotaient doucement dans la pénombre. Elle avait reconnu la marque, un fabricant suisse, réputé pour la fiabilité de ses produits. Elle se souvenait même d'avoir étudié, il y a longtemps dans une autre vie, les principes de cryptographie sur lesquels se basaient ces systèmes. Sans vraiment y penser, elle avait posé son doigt sur l'écran, et le message familier était apparu « Accès refusé. Veuillez réessayer ». Les jours suivants, elle avait continué à observer, à écouter. Elle avait entendu Maître Dubois expliquer à un collègue qu'il avait essayé toutes les combinaisons possibles du code fourni par le fabricant. Elle avait vu Maître Lefebvre et son équipe de techniciens installer leur matériel, brancher leurs câbles, lancer leurs programmes. Elle avait remarqué que Maître Rousseau prenait des notes dans un carnet, remplissant des pages entières de calculs et de schémas. Tout cela, elle l'avait observé en silence, continuant son travail de nettoyage, vidant les corbeilles où s'accumulaient les notes froissées et les feuilles de brouillon couvertes de tentatives infructueuses. Ce qui la frappait dans toutes ces tentatives savantes, c'était leur complexité. Tous ces avocats, tous ces experts, abordèrent le problème avec une sophistication qui frisait parfois l'absurde. Ils cherchaient des failles dans le code, des backdoors secrets, des vulnérabilités obscures. Ils tentaient des attaques par force brute, des injections de commandes, des manipulations du firmware. Ils consultaient des manuels techniques de centaines de pages, contactaient le service client du fabricant en Suisse, envisageaient même de faire venir un expert de Zurich. Toute cette agitation, toute cette dépense d'énergie intellectuelle, et pourtant le coffre restait fermé, impénétrable, se moquant de leur science. Rosa, elle, avait une approche différente. Peut-être parce qu'elle n'avait pas fait d'études dans ces universités prestigieuses, peut-être parce que sa vie difficile lui avait appris à voir les choses simplement, sans les complications inutiles dont s'entourent parfois ceux qui pensent trop. Elle se souvenait de ce que son père lui disait quand elle était enfant et qu'elle butait sur un problème de mathématiques. « Ma chérie, quand un problème semble trop compliqué, c'est souvent que tu cherches une solution compliquée. Essaie d'abord la solution simple. La plupart du temps, c'est la bonne. » Un soir, c'était un jeudi si sa mémoire était bonne, elle était seule dans le bureau directorial. Il était tard, presque 22 heures, et tout le monde était parti depuis longtemps. Même les plus acharnés des avocats avaient fini par rentrer chez eux, épuisés par une journée de travail intense et frustrés par l'échec répété de toutes leurs tentatives. Rosa nettoyait méthodiquement, passant l'aspirateur, dépoussiérant les meubles. Quand elle arriva près du coffre-fort, elle s'arrêta à nouveau, le contemplant d'un air pensif. Quelque chose la titillait dans son esprit, un détail qu'elle avait remarqué mais qu'elle n'avait pas encore complètement formulé. Elle s'approcha de l'écran, l'observant attentivement dans la lumière douce de la lampe de bureau qu'elle avait allumée pour son travail. L'écran était propre, trop propre presque. Elle voyait les traces de doigts qui s'étaient accumulées au cours de ces 3 semaines d'essais répétés, des dizaines et des dizaines d'empreintes digitales superposées, mais ce n'était pas cela qui attirait son attention. C'était quelque chose de plus subtil, quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué parce que personne d'autre ne nettoyait cet écran chaque soir comme elle le faisait. Elle avait remarqué au cours de ces passages répétés qu'il y avait sur le coin inférieur droit de l'écran une petite marque, une légère décoloration à peine visible. Au début, elle avait pensé que c'était une trace de doigt particulièrement tenace, ou peut-être un défaut de fabrication. Mais en l'observant de plus près ce soir-là, en l'éclairant sous différents angles avec sa lampe de poche, elle comprit que ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était une sorte de joint ou de bordure qui semblait légèrement décollée,
comme si l'écran n'était pas parfaitement fixé au boîtier. Son cœur se mit à battre un peu plus vite. C'était idiot, bien sûr. Elle n'était qu'une femme de ménage. Que pourrait-elle comprendre à un système que cet avocat brillant n'avait pas réussi à déchiffrer? Et pourtant, quelque chose dans son instinct, peut-être les vestiges de cette jeune étudiante en ingénierie qu'elle avait été autrefois, lui disait qu'elle tenait là quelque chose d'important. Elle posa délicatement son doigt sur ce coin décollé et appuya très légèrement. L'écran bougea imperceptiblement sous la pression, pivotant d'1 millimètre ou 2. Elle retira aussitôt son doigt, le cœur battant, regardant autour d'elle comme si elle venait de commettre un crime. Mais le bureau était toujours vide, silencieux, avec seulement le bourdonnement lointain du système de ventilation et le tic-tac de l'horloge murale. Elle hésita un long moment, se demandant si elle devait en rester là, finir son travail et rentrer chez elle comme elle le faisait chaque soir. Après tout, ce n'était pas ses affaires. Elle n'était pas payée pour résoudre des problèmes techniques. Elle était payée pour nettoyer les bureaux. Si elle touchait à ce coffre-fort et causait un dégât quelconque, elle risquait de perdre son emploi, et à son âge, avec son parcours, il serait difficile d'en retrouver un autre. Mais la curiosité était plus forte que la prudence. Cette curiosité qui avait fait d'elle, dans une autre vie, une excellente étudiante. Elle se pencha à nouveau sur l'écran, examinant plus attentivement le joint décollé. Maintenant qu'elle savait qu'il bougeait, elle pouvait voir qu'il ne s'agissait pas d'un défaut, mais plutôt d'une caractéristique intentionnelle. Le joint semblait être conçu pour pivoter, révélant peut-être quelque chose en dessous. Avec des gestes très doux, presque délicats, elle fit tourner l'écran sur son axe, et il pivota facilement, comme une petite porte s'ouvrant sur ses gonds. Derrière l'écran tactile, dans un petit renfoncement qu'aucun des 7 avocats n'avait songé à chercher, se trouvait un petit panneau avec un simple interrupteur à bascule et une étiquette écrite en lettres minuscules. Reset, Service Mode. C'était tout. Pas de code complexe, pas de séquence de sécurité élaborée, juste un simple interrupteur mécanique, vieux comme le monde. Le genre de choses qu'on trouve sur n'importe quel appareil électronique. Un interrupteur de maintenance que les techniciens utilisaient probablement lors de l'installation ou en cas de problème, et qui avait été soigneusement caché derrière l'écran pivotant pour que les utilisateurs normaux ne le trouvent pas par accident. Rosa resta immobile un long moment, fixant cet interrupteur avec un mélange d'incrédulité et d'amusement. Donc c'était ça. Pendant 3 semaines, 7 avocats diplômés des meilleures écoles, armés de leurs connaissances en cryptographie et en cybersécurité, assistés par des techniciens spécialisés et des experts consultants, avaient cherché une solution complexe à un problème qui avait une solution d'une simplicité enfantine. Il suffisait de trouver cet interrupteur caché, de le basculer pour mettre le système en mode service, et le coffre se réinitialiserait probablement, permettant d'entrer un nouveau code ou de récupérer l'accès avec le code d'origine. Elle tendit la main vers l'interrupteur puis s'arrêta. Une partie d'elle lui disait de ne pas y toucher, de fermer le panneau pivotant, de finir son travail et de partir. Ce n'était pas sa place d'intervenir. Si elle réussissait là où tous les autres avaient échoué, cela pourrait créer des situations embarrassantes, des questions gênantes. Les gens n'aiment pas être surpassés par ceux qu'ils considèrent comme leurs inférieurs. Et puis, que se passerait-il si elle se trompait? Si l'interrupteur ne faisait que bloquer définitivement le système? Si elle causait un dégât irréparable? Mais une autre partie d'elle, la partie qui se souvenait de la jeune fille brillante qu'elle avait été, celle qui avait résolu des équations complexes et conçu des algorithmes élégants, cette partie-là voulait tenter l'expérience. Après tout, qu'avait-elle à perdre? Dans le pire des cas, le coffre resterait bloqué comme il l'était déjà. Dans le meilleur des cas, elle aurait résolu un problème que personne d'autre n'avait pu résoudre. Et peut-être, juste peut-être, cela lui donnerait un moment de satisfaction personnelle, un instant où elle pourrait se sentir à nouveau comme cette étudiante pleine d'avenir qu'elle avait été avant que la guerre ne détruise tout. Elle prit une profonde inspiration, puis d'un geste décidé, elle bascula l'interrupteur. Il y eut un petit clic mécanique, suivi d'un bref bourdonnement électronique. L'écran du coffre-fort s'éteignit complètement pendant quelques secondes, puis se ralluma avec un message différent. Mode service activé. Réinitialisation du système en cours. Une barre de progression apparut, se remplissant lentement tandis qu'un petit son électronique accompagnait chaque étape. Rosa regardait l'écran avec fascination, osant à peine respirer, comme si le moindre mouvement pouvait interrompre le processus. La barre de progression atteignit 100%, et l'écran afficha un nouveau message. Système réinitialisé avec succès. Veuillez entrer le code maître d'usine. 1, 2, 3, 4.
Rosa ne put retenir un petit rire étouffé. Le code d'usine par défaut était 1, 2, 3, 4. La combinaison la plus simple et la plus évidente qui soit. Celle que tout le monde utilise comme exemple de mauvais code précisément parce qu'elle est trop simple. Mais dans ce cas, c'était exactement ce qu'il fallait. Elle entra les 4 chiffres sur le clavier tactile et immédiatement l'écran afficha « Accès accordé, système prêt pour nouvelle configuration ». Rosa resta pétrifiée devant l'écran lumineux qui affichait désormais ce message de succès qu'elle n'osait presque pas croire. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur exactement, mais de cette émotion étrange qui naît quand on vient d'accomplir quelque chose d'inattendu, quelque chose qui dépasse ce qu'on croyait être sa propre mesure. Elle referma délicatement le panneau pivotant, remettant l'écran à sa position initiale, et l'interface du coffre-fort reprit son apparence normale, comme si rien ne s'était passé, comme si les 3 semaines d'efforts infructueux n'avaient été qu'un mauvais rêve qui venait de se dissiper en 2 minutes à peine. Elle regarda l'horloge murale, 22h15. Le temps semblait s'être arrêté pendant qu'elle résolvait le problème, mais en réalité, à peine quelques minutes s'étaient écoulées depuis qu'elle avait découvert l'interrupteur caché. 2 minutes, peut-être 3 tout au plus. 2 minutes pour défaire un nœud que 7 esprits brillants n'avaient pu démêler en 3 semaines. L'ironie de la situation ne lui échappait pas, et elle sentit monter en elle un mélange de fierté et d'appréhension. Fierté parce qu'elle venait de prouver, au moins à elle-même, qu'elle n'avait pas perdu cette intelligence, cette capacité de résolution de problèmes qui avait été la sienne autrefois. Appréhension parce qu'elle ne savait pas comment les autres allaient réagir quand ils découvriraient ce qui s'était passé. Elle termina son travail dans le bureau directorial avec des gestes mécaniques, passant l'aspirateur sans vraiment penser à ce qu'elle faisait, l'esprit ailleurs, tournant et retournant la situation dans sa tête. Devait-elle dire quelque chose? À qui? Comment? Elle imaginait la scène. Elle, Rosa la femme de ménage, s'approchant de Maître Dubois ou de Maître Lefebvre pour leur annoncer qu'elle avait résolu leurs problèmes. Elle voyait leurs regards surpris puis incrédules, puis peut-être même hostiles. Les gens n'aiment pas qu'on leur rappelle leurs échecs, surtout quand le rappel vient de quelqu'un qu'ils considèrent comme négligeable. Elle connaissait assez le monde pour savoir que la vérité, parfois, crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Finalement, elle décida de ne rien dire ce soir-là. Elle finirait son travail comme d'habitude, rentrerait chez elle, et verrait bien ce qui se passerait le lendemain. Peut-être que quelqu'un découvrirait que le système fonctionnait à nouveau et n'y penserait plus, peut-être que tout le monde serait tellement soulagé que personne ne poserait de questions embarrassantes sur comment le problème avait été résolu. Ou peut-être que, dans le meilleur des cas, on attribuerait le succès à une de ces anomalies techniques inexplicables qui se résolvent d'elles-mêmes, comme par magie, quand on cesse de s'en préoccuper. Elle termina sa tournée du 23e étage, puis descendit au 22e, continuant son travail habituel avec cette efficacité silencieuse qui était sa marque de fabrique. Mais son esprit était ailleurs, rejouant sans cesse la scène de la découverte, se demandant si elle avait pris la bonne décision, si elle aurait dû faire les choses différemment. Vers minuit, elle finit sa journée de travail, rangea son matériel dans le local de nettoyage au sous-sol, enfila son manteau usé et sortit dans la nuit froide de novembre. Le métro était presque vide à cette heure tardive, quelques noctambules fatigués, quelques travailleurs de nuit comme elle qui rentraient chez eux après des heures de labeur invisible. Dans son petit studio du 19e arrondissement, Rosa se fit chauffer une soupe en sachet, mangea debout près de la fenêtre en regardant les lumières de la ville qui scintillaient au loin, puis se coucha dans son lit étroit. Mais le sommeil ne venait pas facilement. Elle pensait au coffre-fort, à l'interrupteur caché, à la simplicité désarmante de la solution. Elle pensait aussi à sa vie, à ces 25 années qu'elle avait passées en France travaillant dans l'ombre, invisible aux yeux de tous. Elle pensait à ce qu'aurait pu être son existence si la guerre n'avait pas tout détruit, si elle avait pu terminer ses études, devenir ingénieure, avoir une carrière, une famille peut-être, une vie normale comme celle dont rêvent tous les jeunes gens. Le lendemain matin, elle se réveilla plus tôt que d'habitude, une étrange nervosité lui nouant l'estomac. Elle prit une douche rapide, avala un café noir accompagné de quelques biscottes, puis fit ce qu'elle ne faisait jamais habituellement. Elle décida de passer par le cabinet dans la matinée, avant son service du soir, juste pour voir, juste pour savoir. Normalement, elle évitait de se montrer pendant les heures de travail. C'était une règle non écrite mais bien comprise. Les gens du jour et les gens de la nuit ne se mélangent pas, chacun son monde.
chacun son temps. Mais ce jour-là, poussée par une curiosité qu'elle ne parvenait pas à maîtriser, elle prit le métro jusqu'à la tour de verre et entra dans le hall d'accueil vers 10 heures du matin. Le gardien à l'accueil, un homme avec qui elle échangeait parfois quelques mots le soir, la reconnut et lui fit un signe de tête surpris. « Madame Rosa, c'est rare de vous voir dans la journée. Vous avez oublié quelque chose ?» Elle improvisa rapidement, expliquant qu'elle avait effectivement laissé son écharpe la veille et qu'elle venait la récupérer. Le gardien hocha la tête et lui fit signe de passer. Elle monta au 23e étage, son cœur battant plus fort qu'il n'aurait dû pour une simple visite de récupération d'écharpe. L'ambiance dans les bureaux était électrique, même de loin elle pouvait le sentir. Les couloirs bruissaient de conversations animées, de voix excitées. Des groupes d'avocats et de secrétaires étaient rassemblés ici et là, parlant tous de la même chose avec cette excitation à peine contenue qu'on observe quand quelque chose d'extraordinaire vient de se produire. Rosa se faufila discrètement le long d'un couloir latéral, espérant passer inaperçue, et tendit l'oreille pour saisir quelques bribes de conversation. « C'est incroyable, vraiment incroyable », disait une secrétaire à une collègue. « Maître Dubois a essayé ce matin comme ça, sans y croire vraiment, et ça a fonctionné du premier coup. J'ai entendu dire que c'était un problème de cache-mémoire, » répondait l'autre. Le système devait juste avoir besoin de se réinitialiser tout seul. Ou alors c'était un bug temporaire, suggérait un jeune stagiaire qui passait par là. Ces systèmes électroniques, parfois ils font des caprices inexplicables. Rosa écoutait ces spéculations avec un mélange d'amusement et de soulagement. Ainsi personne ne comprenait vraiment ce qui s'était passé. On attribuait le succès à une combinaison de chance et de mystère technique, et apparemment, Maître Dubois, qui avait été le premier à constater que le système fonctionnait à nouveau ce matin, s'apprêtait à récolter les lauriers de cette résolution miraculeuse. Elle aurait dû s'en offusquer, peut-être, s'indigner de cette injustice. Mais étrangement, elle n'en ressentait aucune amertume. Elle avait ce qu'elle voulait, la satisfaction personnelle d'avoir résolu le problème. Le reste, la reconnaissance publique, les félicitations, tout cela lui importait peu. Elle s'apprêtait à partir discrètement quand elle entendit une voix grave et autoritaire qui résonnait dans le couloir principal. « Je veux que tout le monde se réunisse dans la salle de conférence principale dans 15 minutes. Tout le monde, sans exception. » Et c'était la voix de M. Édouard Valmont lui-même, le PDG millionnaire, l'homme dont la fortune défiait l'imagination. Rosa ne l'avait jamais vu de près, seulement de loin, quand elle nettoyait son bureau en son absence. On le disait exigeant mais juste, brillant mais accessible, un de ces hommes rares qui ont réussi non pas par héritage ou par chance, mais par intelligence et travail acharné. La curiosité l'emporta sur la prudence. Rosa se glissa dans un recoin discret, d'où elle pourrait observer sans être vue. Elle vit les avocats se diriger vers la salle de conférence, Maître Dubois en tête, l'air satisfait et légèrement suffisant, comme quelqu'un qui s'apprête à recevoir des compliments bien mérités. Maître Lefebvre suivait ainsi que tous les autres qui avaient tenté de résoudre le problème du coffre-fort. Il y avait aussi les secrétaires, les assistants juridiques, les stagiaires, tous se pressant vers la grande salle vitrée qui donnait sur la ville. Monsieur Valmont attendait debout près de la tête de la longue table de conférence. C'était un homme dans la soixantaine, grand et mince, avec des cheveux gris argentés coiffés en arrière et des yeux d'un bleu perçant qui semblaient voir au-delà des apparences. Il portait un costume sombre impeccablement coupé, une cravate discrète et il dégageait cette aura d'autorité naturelle qu'on ne peut ni apprendre ni feindre. Quand tout le monde fut installé, il prit la parole sans préambule, sa voix claire et posée portant dans toute la salle. « Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, le problème qui nous a occupés ces 3 dernières semaines a été résolu cette nuit. Le coffre-fort fonctionne à nouveau parfaitement. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Maître Dubois se redressa légèrement sur sa chaise, s'apprêtant visiblement à recevoir les félicitations. Mais M. Valmont leva la main pour demander le silence et continua. « Cependant, quelque chose me tracasse dans cette affaire. » Le silence se fit plus profond, plus tendu. Les sourires commençaient à s'effacer des visages. M. Valmont se mit à marcher lentement autour de la table, les mains derrière le dos, comme un professeur s'apprêtant à donner une leçon importante. « Voyez-vous, ce matin, quand Maître Dubois m'a informé que le système fonctionnait à nouveau, ma première réaction a été le soulagement. Enfin, ce problème irritant était résolu. Nous pouvions passer à autre chose. Mais ensuite, en y réfléchissant, j'ai trouvé étrange que ce problème se résolve de lui-même, spontanément. Après 3 semaines d'échecs répétés, il s'arrêta près de la fenêtre, regardant la ville en contrebas.
J'ai donc fait quelque chose que j'aurais peut-être dû faire dès le début. J'ai examiné les enregistrements de surveillance du bureau. Nous avons des caméras partout dans ce bâtiment, comme vous le savez. C'est une mesure de sécurité standard pour un cabinet qui traite des informations aussi sensibles que les nôtres. Il se retourna pour faire face à l'assemblée, et Rosa, depuis son recoin, sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Elle n'avait pas pensé aux caméras. Comment avait-elle pu être aussi stupide, aussi naïve? Les enregistrements montrent quelque chose de très intéressant, continua M. Valmont. Et maintenant, il y avait quelque chose dans sa voix. Pas de la colère exactement, mais une sorte d'amusement contenu, comme s'il savourait ce moment. Hier soir, à 22h12 précisément, quelqu'un est entré dans mon bureau. Cette personne s'est approchée du coffre-fort et, en l'espace de 2 minutes exactement, a résolu le problème qui avait défié 7 de nos meilleurs avocats pendant 3 semaines. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Tous les regards se tournèrent instinctivement vers Maître Dubois, qui était devenu très pâle. Mais M. Valmont secoua la tête. « Non, Maître Dubois, ce n'était pas vous. Vous étiez parti depuis longtemps à cette heure-là. » Il fit une pause dramatique, puis reprit. « La personne qui a résolu notre problème était notre femme de ménage, Madame Rosa. Si le silence précédent avait été profond, celui qui suivit cette révélation était abyssal. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette épaisse. Les avocats se regardaient les uns les autres, incrédules. Certains visages exprimaient la surprise, d'autres la confusion, quelques-uns même une pointe d'indignation mal dissimulée. Comment était-ce possible? Une simple femme de ménage, sans formation juridique, sans expertise technique reconnue, avait réussi là où ils avaient tous échoué. Rosa, dans son recoin, sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle voulait fuir, disparaître, se fondre dans les murs. Elle n'aurait jamais dû venir ce matin. Elle aurait dû rester chez elle, continuer sa vie invisible, ne jamais toucher à ce maudit coffre-fort. Maintenant, elle était exposée, démasquée, et elle ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Allait-on la réprimander pour avoir dépassé ses attributions? Allait-on la licencier pour avoir touché à un équipement qui ne la concernait pas? Les riches et les puissants n'aiment pas être humiliés, elle le savait bien. « Je veux que Madame Rosa soit trouvée et amenée ici immédiatement », déclara M. Valmont, et sa voix était ferme, ne souffrant aucune contestation. Plusieurs assistants se levèrent précipitamment et sortirent de la salle pour la chercher. Rosa savait qu'elle ne pouvait pas fuir. Où irait-elle de toute façon? Et puis, malgré sa peur, il y avait en elle une part de fierté qui refusait de se cacher plus longtemps. Elle avait résolu le problème honnêtement. Elle n'avait rien volé, rien endommagé. Elle n'avait fait que son devoir, à sa façon. Elle sortit de son recoin avant même que les assistants ne la trouvent et avança d'un pas décidé vers la salle de conférence. Quand elle apparut à la porte, toutes les têtes se tournèrent vers elle. Elle sentit le poids de ces dizaines de regards posés sur elle. Certains curieux, d'autres hostiles, tous surpris de la voir là. Elle avait l'impression d'être un animal exotique dans un zoo, quelque chose d'étrange et d'incongru qui n'avait pas sa place dans cet environnement. Elle portait ses vêtements ordinaires, un pantalon gris usé, un pull sombre, des chaussures confortables mais sans élégance. À côté de tous ses costumes sur mesure et ses tailleurs griffés, elle faisait tache. Elle le savait. Monsieur Valmont lui fit signe d'entrer et de s'approcher. Elle avança lentement, traversant la salle sous les regards insistants, sentant ses joues brûler d'embarras. Quand elle arriva près de lui, il la regarda attentivement, et elle fut surprise de voir dans ses yeux non pas de la colère ou du mépris, mais quelque chose qui ressemblait à de l'intérêt, à de la curiosité même. « Madame Rosa », dit-il, et sa voix était plus douce maintenant, presque chaleureuse. « Est-ce vous qui avez déverrouillé le coffre-fort hier soir ?» Elle déglutit avec difficulté, puis hocha la tête. « Oui, monsieur. » Sa voix était à peine audible, un murmure rauque. Elle s'éclaircit la gorge et répéta plus fort. « Oui, monsieur Valmont, c'était moi. »« Et comment avez-vous fait ?» demanda-t-il, toujours avec cette même curiosité bienveillante. 7 de mes meilleurs avocats, assistés par des experts en cybersécurité, ont échoué pendant 3 semaines. Comment vous, en 2 minutes, avez-vous réussi? Rosa sentit tous les regards peser sur elle, attendant sa réponse. Elle aurait pu mentir, inventer une explication compliquée, mais elle était trop fatiguée pour jouer à ces jeux-là. Elle dit simplement la vérité. « J'ai trouvé un interrupteur caché derrière l'écran tactile, monsieur. Un interrupteur de réinitialisation pour le mode service. Je l'ai actionné, le système s'est réinitialisé, et j'ai entré le code d'usine par défaut. C'est tout. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains avocats échangeaient des regards incrédules.
Maître Lefebvre se pencha vers un collègue et chuchota quelque chose que Rosa ne put entendre. Maître Dubois avait l'air d'avoir avalé quelque chose d'amer. Monsieur Valmont, lui, souriait légèrement. « Un interrupteur caché », répéta-t-il pensivement. « Aussi simple que cela. Et comment avez-vous su où chercher cet interrupteur? Avez-vous une formation en système de sécurité électronique ?» Rosa hésita un moment. Elle pouvait dire non, laisser croire qu'elle avait juste eu de la chance. Mais quelque chose en elle refusait de minimiser ainsi ce qu'elle avait fait, de nier ce qu'elle avait été. « J'ai commencé des études d'ingénierie informatique à l'université de Belgrade, monsieur, » dit-elle doucement. « Il y a longtemps. Je n'ai jamais pu les terminer à cause de la guerre. Mais j'ai gardé mes cahiers de notes et je continue à lire sur ces sujets quand j'en ai l'occasion. J'ai reconnu le modèle du coffre-fort. Je me souvenais de la façon dont ces systèmes étaient conçus et j'ai cherché les points d'accès de maintenance que les techniciens utilisent. C'est tout, répéta monsieur Valmont, et maintenant il souriait franchement. Madame Rosa, vous venez de nous donner à tous une leçon d'humilité extrêmement précieuse. Il se tourna vers l'assemblée. Mesdames et messieurs, regardez bien cette femme. Pendant des années, elle a nettoyé nos bureaux, vidé nos corbeilles, et nous ne lui avons jamais adressé plus qu'un vague bonjour distrait. Nous ne connaissions même pas son nom complet, ni son histoire, ni ses compétences. Pour nous, elle était invisible, un simple élément du décor. Et pourtant, en 2 minutes, elle a fait ce que 7 de nos esprits les plus brillants n'ont pas pu accomplir en 3 semaines. Il fit une pause, laissant ces mots faire leur effet. Certains avocats avaient maintenant l'air sincèrement mal à l'aise. D'autres regardaient Rosa avec un respect nouveau, comme s'ils la voyaient vraiment pour la première fois. La différence, continua M. Valmont, n'est pas une question d'intelligence ou de formation. Tous les avocats ici présents sont brillants. Je le sais, je les ai choisis moi-même. La différence est une question d'approche, de perspective. Nos avocats ont cherché des solutions complexes parce qu'ils sont formés à penser de manière complexe. Madame Rosa a cherché la solution simple parce que son expérience de vie lui a appris que les problèmes ont souvent des solutions simples quand on prend le temps de vraiment les observer. Il se tourna à nouveau vers Rosa. « Madame Rosa, j'aimerais vous poser une question. Êtes-vous satisfaite de votre travail actuel ?» Rosa le regarda, surprise par la question. « Satisfaite ?» C'était un grand mot. Elle était reconnaissante d'avoir un emploi stable qui lui permettait de survivre, mais satisfaite ? « C'est un travail honnête, monsieur, » répondit-elle prudemment. « Il paie mes factures. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, » dit-il gentiment. « Je vous ai demandé si vous étiez satisfaite, si c'est ce que vous voulez faire de vos journées, nettoyer des bureaux, alors qu'il est évident que vous avez les capacités intellectuelles pour faire bien plus. » Rosa sentit sa gorge se serrer. Personne ne lui avait posé une telle question depuis des décennies. Personne ne s'était jamais soucié de savoir ce qu'elle voulait vraiment, ce qu'elle aurait pu devenir dans d'autres circonstances. « Non, monsieur », admit-elle finalement, et sa voix était à peine un murmure. « Non, je ne suis pas satisfaite. Mais la vie ne nous laisse pas toujours le choix de nos satisfactions. Peut-être, répondit monsieur Valmont, mais parfois elle nous offre une seconde chance quand on s'y attend le moins. » Il se tourna vers l'assemblée. « Je vais faire quelque chose d'inhabituel. À partir d'aujourd'hui, Madame Rosa ne sera plus notre femme de ménage. Elle sera promue au poste de consultante technique senior dans notre département de gestion des systèmes de sécurité. Son salaire sera ajusté en conséquence, bien entendu, et nous financerons la reprise de ses études d'ingénierie si elle le souhaite. » Un silence stupéfait suivit cette annonce. Rosa elle-même ne pouvait en croire ses oreilles. Elle ouvrit la bouche, la referma, incapable de former des mots. Était-elle en train de rêver? Était-ce une sorte de plaisanterie cruelle? Mais M. Valmont paraissait parfaitement sérieux. « Monsieur » parvint-elle enfin à articuler. « Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas de diplôme reconnu, pas de certification officielle. Les diplômes et les certifications ont leur importance, » l'interrompit-il. « Mais ils ne sont pas tout. Vous venez de démontrer quelque chose de bien plus précieux, la capacité de résoudre des problèmes réels de manière efficace. C'est cela que je valorise dans mon entreprise. Le reste, les papiers officiels, tout cela peut s'acquérir avec le temps. Ce qui compte, c'est ce que vous avez là. » Il se tapota la tempe. Et là, il posa la main sur son cœur. L'intelligence et l'intégrité. Rosa sentit des larmes lui monter aux yeux malgré tous ses efforts pour les retenir. Elle qui s'était entraînée pendant tant d'années à ne rien montrer de ses émotions, à rester invisible et neutre, elle se retrouvait là, devant tous ces gens,
les yeux brillants de larmes qu'elle ne pouvait plus contenir. « Merci, monsieur », murmura-t-elle. « Merci infiniment. Vous ne savez pas ce que cela représente pour moi. »« Je crois que si, je le sais, » répondit-il doucement. « J'ai lu votre dossier ce matin après avoir visionné les enregistrements. Je sais ce que vous avez traversé, ce que vous avez perdu. Je ne peux pas vous rendre votre vie d'avant, personne ne le peut. Mais je peux vous offrir la possibilité de construire une nouvelle vie, une vie qui honore vos capacités réelles. » Il se tourna à nouveau vers l'Assemblée. « Et maintenant, mesdames et messieurs, j'aimerais que chacun d'entre vous prenne un moment pour réfléchir à cette situation. Combien d'autres Rosa croisons-nous chaque jour sans les voir? Combien de talents gâchons-nous parce que nous jugeons les gens sur leur apparence, leur position sociale, leur accent, plutôt que sur leurs capacités réelles? » Il y eut un long silence pendant lequel on pouvait presque entendre les pensées qui tourbillonnaient dans les esprits. Puis, lentement, quelqu'un se mit à applaudir. C'était un jeune stagiaire au fond de la salle, un garçon qui n'avait sans doute pas encore été complètement formaté par les conventions rigides du monde juridique. D'autres se joignirent à lui, d'abord timidement, puis avec plus d'enthousiasme, jusqu'à ce que toute la salle applaudisse. Rosa, debout près de M. Valmont, ne savait plus où regarder, tiraillée entre l'embarras et une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des décennies. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités et d'émotions nouvelles pour Rosa. Elle dut passer par le service des ressources humaines, où une dame souriante lui fit signer une pile de documents qu'elle lisait attentivement, incapable de croire que tout cela était réel. Son nouveau salaire était 10 fois supérieur à ce qu'elle gagnait comme femme de ménage. 10 fois. Elle dut le relire plusieurs fois pour être sûre qu'il n'y avait pas d'erreur. On lui attribua un bureau petit mais lumineux, avec une vraie porte et une plaque où était inscrit son nom complet, Rosa Petrovitch, consultante technique senior. Elle resta longtemps devant cette plaque, caressant les lettres gravées, se demandant si tout cela n'allait pas s'évanouir comme un rêve au réveil. On lui fournit un ordinateur portable dernier cri, un téléphone professionnel, des cartes de visite. Elle qui pendant 25 ans avait vécu avec le strict minimum, qui comptait chaque centime, qui portait des vêtements achetés dans des boutiques de seconde main, se retrouvait soudainement avec des moyens qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Le premier jour dans son nouveau bureau, elle resta assise sur sa chaise pendant 1 heure sans rien faire, simplement regardant par la fenêtre la ville qui s'étendait en contrebas, essayant d'assimiler l'ampleur de ce changement. Mais le plus difficile n'était pas de s'habituer aux aspects matériels de son nouveau poste. Le plus difficile était de naviguer dans les relations humaines complexes qui caractérisaient le cabinet. Certains collègues l'accueillirent chaleureusement, sincèrement heureux de cette promotion inhabituelle. D'autres, en particulier parmi les 7 avocats qui avaient échoué à résoudre le problème du coffre-fort, étaient plus réservés, voire franchement hostiles. Rosa comprenait leurs ressentiments. Elle les avait involontairement, certes, humiliés publiquement. Pour des gens habitués à être les meilleurs, les plus brillants, cette humiliation était difficile à digérer. Maître Dubois était particulièrement froid avec elle. Quand ils se croisaient dans les couloirs, il la saluait d'un hochement de tête minimal, le regard fuyant, comme si elle était devenue soudainement transparente à nouveau, mais d'une transparence différente, plus hostile. Un jour, alors qu'elle attendait l'ascenseur, elle l'entendit parler à voix basse avec un collègue. C'est ridicule, vraiment. N'importe qui aurait pu trouver cet interrupteur s'ils avaient su qu'il existait. Elle a juste eu de la chance. Voilà tout. Et maintenant Valmont en fait une héroïne, comme si elle avait accompli Dieu sait quel exploit. Rosa fit semblant de ne rien avoir entendu, mais les mots lui firent mal malgré tout. Elle savait que Maître Dubois avait tort, que ce n'était pas juste de la chance, mais elle comprenait aussi son besoin de minimiser sa réussite pour protéger son propre ego blessé. Maître Lefebvre adoptait une approche différente, plus subtile dans son hostilité. Elle était toujours polie, toujours professionnelle, mais il y avait dans ses interactions avec Rosa une condescendance à peine voilée, une façon de s'adresser à elle comme à une enfant qui aurait besoin d'être guidée à chaque étape. « Rosa, ma chère », disait-elle avec ce sourire pincé qui n'atteignait jamais ses yeux, « je sais que tout cela est nouveau pour vous. Alors n'hésitez pas à me demander de l'aide si vous ne comprenez pas quelque chose. Nous sommes tous là pour vous soutenir dans cette transition. » Et elle insistait particulièrement sur le mot « transition », comme si elle était convaincue que cette situation n'était que temporaire, que Rosa finirait par échouer et retourner à sa place naturelle, c'est-à-dire nulle part. Les autres avocats, qui avaient tenté de résoudre le problème du coffre-fort, avaient des réactions variées. Maître Rousseau, l'expert en cryptographie,
fut l'un des premiers à venir la voir dans son bureau. C'était un homme dans la quarantaine, aux cheveux châtains clairsemés et aux yeux doux derrière des lunettes épaisses. « Madame Petrovitch » dit-il en entrant, et Rosa fut touchée qu'il utilise son nom complet plutôt que le simple Rosa dont tout le monde l'affublait depuis toujours. « Je voulais simplement vous dire que j'admire ce que vous avez fait. J'ai passé des heures à chercher des solutions complexes, alors que la réponse était là, simple et évidente. Vous m'avez rappelé quelque chose d'important que j'avais oublié. Parfois, la simplicité est la forme suprême de la sophistication. Merci pour cette leçon. » Rosa fut surprise et touchée par ces mots sincères. « Merci, maître Rousseau, » répondit-elle. « Mais vous savez, je n'ai fait que regarder le problème avec des yeux neufs. Vous êtes tous tellement brillants, tellement compétents, que je pense que vous étiez justement handicapés par votre expertise. Vous cherchiez des solutions dignes de votre niveau, alors que le problème ne demandait qu'un regard simple et direct. » Maître Rousseau sourit. « C'est exactement cela, et c'est précisément pour cette raison que votre présence ici est précieuse. Vous apportez une perspective différente, une façon de penser qui complète la nôtre plutôt que de la remplacer. » Il hésita un moment, puis ajouta « Ne vous découragez pas si tout le monde ne vous accueille pas à bras ouverts. Le changement fait peur, surtout dans un milieu aussi rigide que le nôtre. Mais donnez-leur du temps. Ils finiront par comprendre. » Ces paroles réconfortantes aidèrent Rosa à traverser les premiers jours difficiles. Elle se concentra sur son travail, se plongeant dans l'étude des différents systèmes de sécurité utilisés par le cabinet. Monsieur Valmont lui avait assigné comme première mission d'auditer l'ensemble des dispositifs de protection électronique et de proposer des améliorations. C'était un travail considérable qui nécessitait de parcourir tout le bâtiment, d'examiner chaque système, de tester chaque protocole. Rosa s'y attela avec une énergie et un enthousiasme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des décennies. Elle découvrit rapidement que le problème du coffre-fort n'était pas un cas isolé. Partout dans le cabinet, elle trouvait des failles de sécurité, non pas parce que les systèmes étaient mal conçus, mais parce que personne ne prenait le temps de vraiment les comprendre. Les mots de passe étaient notés sur des post-it collés sous les claviers. Les protocoles de sécurité étaient contournés par des employés qui les trouvaient trop contraignants. Des systèmes sophistiqués étaient sous-utilisés parce que personne n'avait pris le temps de lire les manuels d'utilisation. Chaque soir, Rosa rentrait chez elle avec des pages de notes, des observations, des recommandations qu'elle mettait ensuite au propre sur son ordinateur. Au bout de 2 semaines, elle présenta son rapport préliminaire à Monsieur Valmont. Ils se rencontrèrent dans son bureau, ce même bureau où elle avait travaillé si souvent comme femme de ménage, mais cette fois elle était assise de l'autre côté du bureau, dans un fauteuil confortable, avec son ordinateur portable ouvert devant elle. C'était une sensation étrange, presque surréaliste, de se retrouver dans cette position après tant d'années à nettoyer ce même espace sans jamais s'y asseoir. Monsieur Valmont écouta attentivement sa présentation, posant de temps en temps des questions pertinentes, hochant la tête aux moments appropriés. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un long moment, regardant par la fenêtre, les doigts joints sous son menton dans une attitude de réflexion profonde. « Madame Petrovitch, dit-il finalement, ce rapport est excellent, vraiment excellent. Vous avez identifié des problèmes que nous aurions dû voir depuis longtemps et vos solutions sont pratiques et réalisables. Mais j'aimerais vous poser une question personnelle, si vous me le permettez. » Rosa hocha la tête légèrement nerveuse. « Bien sûr, monsieur Valmont. Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Vous travaillez ici depuis combien de temps? 3 ans? 4 ans? Pendant tout ce temps, vous avez vu tous ces problèmes, vous avez observé toutes ces inefficacités. Pourquoi n'avoir rien dit avant? Pourquoi avoir attendu qu'on vous découvre presque par accident? » C'était une bonne question. Une question que Rosa s'était elle-même posée plusieurs fois depuis ce fameux soir où elle avait déverrouillé le coffre-fort. Elle réfléchit un moment avant de répondre, cherchant les mots justes pour exprimer quelque chose de complexe et de douloureux. « Monsieur Valmont, dit-elle lentement, quand on a perdu tout ce que j'ai perdu, quand on a été réduit à survivre plutôt qu'à vivre, on apprend à se faire invisible. On apprend à ne pas attirer l'attention, à ne pas faire de vagues. C'est un mécanisme de défense, une façon de se protéger. Et avec le temps, cette invisibilité devient une seconde nature. On oublie presque qu'on pourrait être autre chose. » Elle marqua une pause, regardant ses mains posées sur ses genoux. « Pendant toutes ces années, je me suis convaincu que ma vie d'avant, mes études, mes ambitions, tout cela appartenait à une autre personne qui n'existait plus. Je m'étais résigné à être juste Rosa la femme de ménage. Rien de plus. Ce n'était pas de la modestie ou de l'humilité, c'était de la survie.
Parce que si j'avais continué à me souvenir de ce que j'aurais pu être, de ce que j'avais perdu, la douleur aurait été insupportable. Monsieur Valmont l'écoutait avec une attention intense, et il y avait dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la compréhension, peut-être même de la compassion. « Et qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-il doucement. « Qu'est-ce qui vous a poussé à agir ce soir-là, à toucher à ce coffre-fort ?» Rosa sourit légèrement, un sourire triste mais aussi un peu libérateur. « Je ne sais pas exactement. Peut-être que j'en avais assez d'être invisible. Peut-être que quelque chose en moi refusait de laisser mourir complètement cette jeune femme brillante que j'avais été, ou peut-être plus simplement que je ne pouvais pas supporter de voir un problème que je savais pouvoir résoudre rester non résolu. C'était plus fort que moi, cette envie de comprendre, de réparer, de faire fonctionner les choses. C'est ce qui m'animait dans ma jeunesse, et apparemment, malgré tout, cela m'anime encore. Je comprends, dit Monsieur Valmont, et il semblait sincère. Vous savez, Madame Petrovitch, j'ai moi aussi connu des moments où j'ai dû me reconstruire, où j'ai dû redéfinir qui j'étais. Oh, ce n'était pas comparable à ce que vous avez vécu, loin de là. Mais quand j'ai perdu ma première entreprise dans la crise économique de 2008, quand je me suis retrouvé endetté et humilié, j'ai dû réapprendre à croire en moi, à me battre pour revenir. C'est pour cela que j'ai reconnu quelque chose en vous ce jour-là, quelque chose que beaucoup d'autres n'ont pas vu parce qu'ils ne voulaient pas voir. Cette force intérieure, cette résilience qui survit même aux pires épreuves. Il se leva et alla se poster devant la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Vous savez ce qui me fascine dans votre histoire? Ce n'est pas tant que vous ayez résolu le problème du coffre-fort, même si c'est impressionnant. C'est que vous ayez survécu à tout ce que vous avez traversé et que vous ayez gardé intact votre esprit curieux, votre capacité d'émerveillement face aux problèmes intellectuels. Beaucoup de gens dans votre situation auraient été brisés, auraient perdu non seulement leur carrière mais aussi leur essence même. Vous avez trouvé un moyen de préserver cette essence, même si vous l'aviez enterrée profondément pendant des années. Rosa sentit à nouveau les larmes lui monter aux yeux. Elle qui avait passé tant d'années à se blinder contre les émotions, à rester stoïque face aux difficultés, elle se retrouvait maintenant à pleurer pour la deuxième fois, en 2 semaines. Mais ces larmes n'étaient pas de tristesse, elles étaient de soulagement, de gratitude, et peut-être aussi de joie, cette joie étrange et presque douloureuse de se sentir enfin vu, enfin reconnu, pour ce qu'on est vraiment. Les semaines suivantes virent Rosa s'installer progressivement dans son nouveau rôle. Elle mit en place un programme de formation pour tous les employés du cabinet, leur enseignant les bases de la sécurité informatique, d'une façon claire et accessible, sans jargon technique inutile. Elle proposa des modifications simples mais efficaces aux protocoles existants, toujours guidée par ce principe de simplicité qui était devenu sa marque de fabrique. Elle organisa des audits réguliers, non pas dans un esprit de surveillance punitive, mais dans une approche pédagogique visant à améliorer constamment les pratiques de sécurité. Lentement, très lentement, les résistances commencèrent à s'effriter. Même Maître Dubois finit par lui adresser la parole de façon presque cordiale, reconnaissant à contre-cœur que certaines de ses suggestions étaient pas totalement dépourvues de mérite. Maître Lefebvre continuait à être condescendante, mais Rosa avait appris à ne plus y prêter attention. Elle savait maintenant que l'opinion des autres, surtout ceux qui refusaient de la voir vraiment, n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le travail qu'elle accomplissait, la valeur qu'elle apportait et surtout, le sentiment de satisfaction personnelle qu'elle retirait de ses journées. Un événement particulier marqua un tournant dans son intégration au cabinet. C'était environ 2 mois après sa promotion, lors d'une grande réception organisée pour célébrer l'anniversaire de la fondation de Moncler & Associés. Rosa avait hésité à y assister, se sentant toujours un peu comme une intruse dans ces événements mondains, où tout le monde semblait connaître les codes sociaux qu'elle n'avait jamais appris. Mais M. Valmont avait insisté, et elle s'était finalement résolue à y aller, achetant pour l'occasion sa première robe élégante en 25 ans. La réception se tenait dans une salle de réception luxueuse au dernier étage d'un hôtel prestigieux. Quand Rosa entra, elle fut éblouie par la magnificence du lieu, les lustres de cristal, les tables drapées de nappes blanches immaculées, les serveurs en livrée qui circulaient avec des plateaux de champagne et de canapés raffinés. Elle se sentit immédiatement déplacée, comme une paysanne égarée dans un palais. Elle chercha un coin discret où se réfugier, mais M. Valmont l'aperçut et vint vers elle avec un grand sourire. « Madame Petrovitch, je suis ravi que vous soyez venue. Venez, il y a des personnes que j'aimerais vous présenter. » Avant qu'elle puisse protester, il l'entraîna à travers la foule.
la présentant à des associés, à des clients importants, à des personnalités du monde des affaires. À chaque fois, il prenait le temps d'expliquer non seulement son rôle actuel, mais aussi son histoire, la façon dont elle avait résolu le problème du coffre-fort. Les réactions étaient variées, allant de l'admiration sincère à la curiosité polie, en passant par quelques regards sceptiques. Mais dans l'ensemble, les gens semblaient impressionnés. Ce fut lors de cette soirée qu'elle rencontra Madame Sylvie Duchamp, une femme élégante dans la soixantaine qui dirigeait un grand groupe de cybersécurité. Madame Duchamp écouta attentivement l'histoire de Rosa, puis lui posa des questions précises et techniques sur son approche de la sécurité informatique. Rosa répondit avec assurance, surprise de constater qu'elle pouvait tenir une conversation de haut niveau avec cette experte reconnue. À la fin de leur échange, Madame Duchamp lui tendit sa carte de visite. « Madame Petrovitch, j'aimerais beaucoup que vous veniez visiter nos installations. Je pense que nous pourrions avoir des projets à vous proposer. Votre approche pragmatique de la sécurité est exactement ce dont notre secteur a besoin. » Rosa prit la carte avec des doigts tremblants, n'en croyant pas ses oreilles. Une des plus grandes entreprises de cybersécurité du pays s'intéressait à elle, à son travail, à ses idées. C'était presque trop pour être vrai. Quand Madame Duchamp s'éloigna, Rosa resta immobile un long moment, fixant la carte comme si c'était un trésor inestimable. Monsieur Valmont s'approcha d'elle et posa doucement une main sur son épaule. « Vous voyez, Madame Petrovitch, le monde commence à reconnaître ce que je savais déjà, que vous avez des talents exceptionnels qui méritent d'être reconnus et utilisés. » Plus tard dans la soirée, alors que la réception touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Rosa se retrouva seule sur le balcon de la salle de réception, regardant les lumières de la ville qui scintillaient dans la nuit. Elle pensait à tout le chemin parcouru depuis ce soir de novembre, où elle avait déverrouillé le coffre-fort, et même avant, depuis ce jour terrible où sa vie avait basculé dans le chaos de la guerre. Elle pensait à ses parents disparus, à la jeune fille qu'elle avait été, à toutes ces années d'invisibilité et de survie. Elle entendit des pas derrière elle et se retourna pour voir Monsieur Valmont, qui la rejoignait sur le balcon. Il resta silencieux un moment, contemplant lui aussi la vue nocturne. Puis il parla d'une voix douce, presque méditative. « Vous savez, Madame Petrovitch, quand j'ai visionné ces enregistrements de surveillance ce matin-là, quand je vous ai vu résoudre ce problème avec une telle simplicité et une telle élégance, j'ai compris quelque chose d'important. J'ai compris que le véritable talent n'a rien à voir avec les diplômes ou les titres, même si ces choses ont leur place. Le véritable talent, c'est cette capacité à voir ce que les autres ne voient pas, à trouver des solutions là où les autres voient des impasses. Et surtout, c'est cette persévérance, cette capacité à continuer à grandir intellectuellement, même dans les circonstances les plus difficiles. » Il se tourna vers elle, et dans la lumière tamisée du balcon, Rosa pouvait voir que son visage exprimait une sincérité profonde. « Ce que vous avez accompli, Madame Petrovitch, va bien au-delà de la résolution d'un problème technique. Vous avez rappelé à tout mon cabinet et à moi-même quelque chose que nous avions oublié dans notre arrogance et notre complaisance, que l'excellence peut se trouver partout, dans les endroits les plus inattendus, chez les personnes les plus improbables. Vous nous avez tous rendus meilleurs simplement en étant vous-même. » Rosa sentit sa voix se briser quand elle répondit. « Je ne sais pas si je mérite tous ces éloges, Monsieur Valmont. J'ai juste fait ce que je savais faire, ce que mon père m'avait appris à faire il y a longtemps. Regarder les problèmes avec des yeux simples et honnêtes, sans les complications inutiles dont nous les entourons parfois. Et c'est précisément pour cela que vous le méritez, répliqua-t-il. Parce que vous ne cherchez pas la reconnaissance, parce que vous faites les choses pour les bonnes raisons, par passion intellectuelle plutôt que par ambition personnelle. C'est rare, vous savez, dans notre monde, très rare. » Ils restèrent encore un moment en silence sur ce balcon, deux personnes que tout semblait séparer, le PDG millionnaire et l'ancienne femme de ménage, mais qui se trouvaient réunis par une compréhension mutuelle, par ce respect qui naît quand on reconnaît en l'autre une intelligence authentique et une intégrité rare. Les mois qui suivirent virent la transformation de Rosa se poursuivre et s'approfondir. Elle s'inscrivit à des cours du soir pour reprendre ses études d'ingénierie, découvrant avec joie que malgré les années écoulées, sa capacité d'apprentissage était intacte. Elle déménagea de son petit studio du 19e arrondissement vers un appartement plus spacieux et confortable. Elle commença à se constituer une nouvelle garde-robe, apprenant petit à petit les codes vestimentaires de son nouveau milieu, sans pour autant perdre ce qui faisait son essence. Elle était toujours Rosa, avec son accent qui révélait ses origines, avec sa simplicité directe qui tranchait avec le langage sophistiqué des avocats,
avec cette humilité authentique qui n'était pas de la fausse modestie mais plutôt une conscience aiguë de la fragilité de toute position sociale. Elle développa également des amitiés authentiques au sein du cabinet. Maître Rousseau devint un ami proche, et ils déjeunaient souvent ensemble, discutant de sujets variés allant de la cryptographie quantique aux grandes œuvres de la littérature. Une jeune avocate nommée Claire Moreau, qui venait d'être embauchée, chercha rapidement à se rapprocher de Rosa, attirée par son histoire inspirante et son approche rafraîchissante des problèmes. Même certains des employés de service, ceux qui travaillaient dans les coulisses comme elle l'avait fait, commencèrent à la voir différemment, non plus comme une simple collègue promue par chance, mais comme un exemple de ce qui était possible quand le talent était reconnu et encouragé. Un an après sa promotion, le cabinet organisa une grande conférence sur la sécurité informatique dans les environnements professionnels, et M. Valmont demanda à Rosa d'être l'une des principales intervenantes. L'idée la terrifiait. Parler devant une salle remplie d'experts, d'avocats, de professionnels de la cybersécurité, c'était bien au-delà de sa zone de confort. Mais M. Valmont insista, lui assurant qu'elle avait quelque chose d'important à dire, une perspective unique que les autres avaient besoin d'entendre. Le jour de la conférence, Rosa monta sur scène avec les jambes tremblantes et le cœur battant à tout rompre. Elle regarda l'audience, ces centaines de visages tournés vers elle dans l'attente, et pendant un moment panique, elle pensa qu'elle allait s'enfuir, qu'elle ne pourrait jamais faire cela. Mais alors elle aperçut M. Valmont au premier rang, qui lui fit un signe d'encouragement, et elle se souvint de tout le chemin qu'elle avait parcouru, de cette jeune étudiante brillante qu'elle avait été, de ses décennies de survie dans l'ombre, et de cette renaissance improbable qui lui avait été offerte. Elle prit une profonde inspiration et commença à parler. Sa présentation s'intitulait « La simplicité comme stratégie de sécurité ». Elle raconta son histoire sans phare ni embellissement, expliquant comment elle avait résolu le problème du coffre-fort non pas malgré son manque de formation récente, mais précisément à cause de son approche simple et directe. Elle parla de la façon dont l'expertise excessive peut parfois devenir un handicap, comment les experts peuvent être tellement immergés dans la complexité qu'ils en oublient les bases. Elle donna des exemples concrets tirés de son travail au cabinet, montrant comment des solutions simples pouvaient souvent être plus efficaces que des systèmes sophistiqués et coûteux. Au début, elle sentait que certains dans l'audience étaient sceptiques, peut-être même condescendants. Mais au fur et à mesure qu'elle parlait, trouvant sa voix et sa confiance, elle vit les expressions changer. Les gens commençaient à hocher la tête, à prendre des notes, à s'intéresser vraiment à ce qu'elle disait. Quand elle termina sa présentation, il y eut un moment de silence. Puis, l'audience éclata en applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements polis et convenus, mais des applaudissements enthousiastes et prolongés. Des gens se levèrent, d'autres voulurent lui poser des questions, et bientôt il y avait une file de personnes qui attendaient pour lui parler, pour échanger leurs cartes de visite, pour discuter de possibilités de collaboration. Parmi ces personnes se trouvait un homme âgé, dans la 70 ans peut-être, avec des cheveux blancs et un visage marqué par l'intelligence et la gentillesse. Il attendit patiemment que tous les autres soient passés, puis s'approcha de Rosa avec un sourire doux. « Madame Petrovitch », dit-il dans un français légèrement teinté d'un accent que Rosa reconnut immédiatement comme étant des Balkans, « Je voulais vous remercier pour cette présentation remarquable. Mais je voulais surtout vous dire quelque chose de plus personnel. Je suis moi aussi un réfugié, arrivé ici dans les années 70 après avoir fui mon pays. J'ai moi aussi connu ces années d'invisibilité et de survie, où l'on met entre parenthèses ses rêves et ses ambitions, juste pour continuer à avancer. Voir votre réussite, entendre votre histoire, c'est comme voir la validation de mon propre parcours, la preuve que nos vies difficiles n'ont pas été vaines. » Rosa sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle serra la main de cet homme, cet inconnu qui était pourtant son frère dans l'épreuve, et ils échangèrent un long regard de compréhension mutuelle. « Merci », murmura-t-elle. « Merci de me le dire. Parfois, quand tout va bien, j'ai presque peur d'oublier d'où je viens, de devenir une de ces personnes qui ne voient plus ceux qui sont invisibles. Votre présence ici me rappelle que je ne dois jamais oublier. Vous n'oublierez pas, » dit l'homme avec conviction. « Ce que nous avons vécu, cela ne s'efface jamais. Mais maintenant, vous avez la possibilité de transformer cette expérience en quelque chose de positif, d'en faire une force plutôt qu'un fardeau. C'est un cadeau rare, et je suis heureux de voir que vous le saisissez. » Les années suivantes confirmèrent cette transformation remarquable. Rosa devint une figure respectée dans le monde de la cybersécurité, connue pour son approche pragmatique et son insistance sur les solutions simples et efficaces. Elle écrivit des articles pour des revues spécialisées,
donna des conférences dans plusieurs pays, fut consultée par de grandes entreprises pour auditer leur système de sécurité. Elle termina enfin ses études d'ingénierie, obtenant son diplôme à 55 ans, dans une cérémonie émouvante où M. Valmont était présent au premier rang, applaudissant comme un père fier de sa fille. Mais peut-être plus important encore que ses succès professionnels, Rosa retrouva quelque chose qu'elle croyait avoir perdu à jamais, la joie de vivre, la capacité de se projeter dans l'avenir avec espoir et enthousiasme. Elle se lia d'amitié avec d'autres réfugiés, créant un petit groupe de soutien où ils pouvaient parler librement de leurs expériences, de leurs traumatismes, mais aussi de leurs espoirs et de leurs réussites. Elle commença à donner de son temps pour aider d'autres immigrés à s'intégrer, à trouver du travail, à ne pas perdre espoir face aux difficultés, et elle n'oublia jamais d'où elle venait. Chaque fois qu'elle passait devant une femme de ménage dans le cabinet, elle s'arrêtait pour la saluer chaleureusement, pour échanger quelques mots, pour lui rappeler qu'elle était vue, qu'elle comptait. Certaines de ces femmes lui confiaient leurs propres histoires, leurs propres talents cachés, et Rosa faisait ce qu'elle pouvait pour les aider, pour les orienter, pour ouvrir des portes. Elle créa même un programme de formation au sein du cabinet, offrant des cours gratuits de perfectionnement aux employés de service qui souhaitaient développer de nouvelles compétences. 5 ans après la fameuse nuit du coffre-fort, le cabinet Moncler & Associés organisa une grande célébration pour son 100e anniversaire. C'était un événement grandiose, avec des centaines d'invités, d'anciens et actuels employés, de clients, de partenaires. Lors du discours principal, M. Valmont, maintenant dans sa 65 ans mais toujours aussi alerte et dynamique, prit le temps de raconter l'histoire de Rosa. Il expliqua comment une simple femme de ménage avait, en 2 minutes, non seulement résolu un problème technique, mais aussi enseigné une leçon de vie à toute une organisation. Cette histoire, dit-il à l'assemblée attentive, nous rappelle quelque chose de fondamental que nous oublions trop souvent dans notre quête du succès et de l'excellence, que le talent n'a ni pédigré ni uniforme, qu'il peut se trouver partout chez ceux qu'on ne regarde jamais, dans les endroits où l'on ne pense jamais à chercher. Notre tâche, en tant que leader, en tant qu'êtres humains, est de rester vigilants, de garder les yeux ouverts, de ne jamais supposer que nous savons déjà qui compte et qui ne compte pas. Madame Rosa Petrovitch nous a tous rendus meilleurs, et je lui en serai éternellement reconnaissant. Rosa, assise à la table d'honneur, sentit les larmes couler librement sur ses joues. Mais cette fois, ce n'étaient plus des larmes de douleur ou même de simple gratitude. C'étaient des larmes de complétude, le sentiment profond d'avoir trouvé sa place, d'avoir bouclé un cercle qui avait été brisé tant d'années auparavant. Elle pensa à ses parents, à cette vie d'avant qu'elle avait cru à jamais perdue, et elle réalisa que d'une certaine manière, elle leur avait rendu honneur en ne laissant pas mourir complètement cette jeune fille brillante qu'ils avaient élevée avec tant d'amour et de sacrifice. Plus tard, cette nuit-là, alors qu'elle rentrait chez elle,